En temps réel, avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, TV50 partout, surtout Nachombo. Le 27 juin, à Washington, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de Washington, dit accord de paix. À quand la mise en œuvre de cet accord dit historique? Nous allons analyser cette thématique avec Jean-Baptiste Kassekwa. Bienvenue. Merci David. Voilà, vous êtes analyste, vous êtes aussi corps professoral. L'accord qui est là, c'est déjà insatisfaisant. Alors, il faut répondre aux questions que se posent les populations de Walungu, dans le sud Kivu, de Kalehe, les populations de Bukavu, qui de sont Goma, très contentes, ces populations. les populations de Rutshuru, de Kanyabayonga, de Alimbongo, de Nyabiondo, dans le Walikale également. Comment l'accord apporte une réponse à leurs attentes? Quelles sont leurs préoccupations? Les préoccupations des populations sous les zones occupées, c'est d'apprendre que l'armée rwandaise retire ses troupes. Ces populations attendent savoir quelle réponse l'accord apporte à la question de la présence du M23. Quelle réponse l'accord apporte à la crise humanitaire, la fermeture des banques, la fermeture des aéroports, le manque de médicaments et autres. Alors, première question. Que prévoit l'accord par rapport au retrait de l'armée rwandaise? Alors, voici la réponse que l'accord réserve à la question. Dans les annexes au point... l'accord contient 2 annexes. Vous lisez le deuxième annexe au point 8, intitulé « Concept d'opération ». Et point 8b, il est dit ceci. Conduite des opérations. Première étape, neutralisation des FDLR et de ses groupes supplétifs. Deuxième étape, réalisation des actions ciblées contre les FDLR. Troisième étape, évaluation conjointe de l'exécution du plan de neutralisation des FDLR. Quatrième étape, levée des mesures défensives du Rwanda et fin des opérations ponctuelles et transfrontalières. Dernière étape, évaluation conjointe de l'exécution du plan de désencagement et levée des mesures défensives du Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accord prévoit le retrait des troupes rwandaises à la quatrième étape. Quatrième étape de la conduite des opérations. Après la neutralisation des FDLR. Après la neutralisation des FDLR et de ces groupes supplétifs. Après la réalisation des actions ciblées contre les FDLR. Et après l'évaluation conjointe. C'est-à-dire le Rwanda et la RDC évaluent que les FDLR et leurs groupes supplétifs sont neutralisés. Alors vient l'étape de la levée des mesures défensives du Rwanda. Et là, de mon point de vue, l'accord n'apporte pas une réponse aux attentes de ces populations sous occupation. Et ça apporte quoi? Parce que dans la suite, l'accord dit que ces opérations de neutralisation des FDLR, suivies de la levée de ce qu'ils appellent mesures défensives du Rwanda, l'accord prévoit que ces opérations se fassent en DA 3 mois. Jean-David, dans l'accord de Lusaka du 10 juillet 1999, il était prévu que la neutralisation des FDLR et des groupes armés devait se faire en DA 4 mois. Et que les forces étrangères, parmi lesquelles les forces du Rwanda, devaient se retirer 2 mois après la neutralisation. C'est le piège de l'accord de Lusaka qui a à nouveau conditionné le retrait des forces étrangères à la neutralisation des groupes armés. 2 ans après, on a constaté que les Interahamwe FDLR
n'avait pas été neutralisé selon le point de vue du Rwanda, malgré le fait que toute cette partie supposée héberger les FDLR était sous occupation du RCD de 98 à 2003. À 2002, soit le 30 juillet 2002 à Pretoria, la RDC et le Rwanda ont signé le protocole d'accord de Pretoria, par lequel le Rwanda s'est engagé en disant le Rwanda réaffirme sa disponibilité à retirer ses troupes du territoire congolais dès que les FDLR et Interahamwe auront été neutralisés comme convenu. Aujourd'hui, nous sommes en juillet 2025. Ce qui a été signé à Lusaka en 1999 continue à être rappelé, la menace n'est pas neutralisée. Ce qui a été signé à Pretoria en 2002, 23 ans après, revient toujours sur la question, quel est l'apport que les États-Unis nous donnent pour nous rassurer que ce qui n'a pas été neutralisé à 25 ans le sera à 3 mois. Et à Lusaka, la mission de la neutralisation des FDLR avait été confiée à la MONUSCO. C'est l'une des raisons pour lesquelles la mission des Nations Unies a été déployée. Là, c'est en 1998. Nous sommes en 99. 99. La côte de Lusaka. Et il y a eu plusieurs opérations. D'abord, la MONUSCO a procédé par des campagnes de rapatriement volontaire. La MONUSCO a dit qu'il a rapatrié plus de 12 000 réfugiés rwandais vers le Rwanda. Le Rwanda a dit qu'il n'était pas satisfait. Il y a eu la tripartite plus 1 en 2004, c'est-à-dire l'Ouganda, le Rwanda, la RDC, plus le Burundi se sont engagés à des opérations communes contre les menaces, sans succès. Le CNTP a occupé les zones supposées héberger les FDLR, Massissi, Walikale, Rutshuru, 2006 jusqu'à 2008. On a dit la menace n'était toujours pas neutralisée. Kabila a signé avec le Rwanda l'opération Umoja Wetu. Les troupes rwandaises sont entrées, plus de 6 000, le 20 janvier 2009, sur le sol congolais. Un mois après, on a organisé une cérémonie au motif que la menace avait été neutralisée et que le reste devait être poursuivi par des opérations conjointes entre MONUSCO, FARDC et CNTP intégré. Mais on a répondu en 2012 pour dire la menace était toujours là. Qu'est-ce que les États-Unis apportent aujourd'hui qui nous garantissent qu'effectivement, en déjà 3 mois, lorsque les Rwandais et la RDC vont évaluer, le Rwanda va dire, tel que cela est dit dans cet accord, il est dit qu'il faut que l'on constate qu'il y a une fin irréversible et vérifiée de la menace FDLR. Donc c'est lorsqu'ils vont voir qu'il y a une fin irréversible qu'ils vont se retirer. Qui vont se retirer. Donc pour le moment, s'il n'y a pas cette fin irréversible, ils ne vont pas se retirer. Et donc c'est un piège. Quels sont les risques? À mon avis, 2 risques. D'abord, si, comme par le passé, d'ici 3 mois, le Rwanda n'atteste pas qu'il y a fin irréversible et vérifiée, eh bien le Rwanda va se servir de l'accord comme mécanisme juridique pour justifier son maintien illimité sur les sols congolais. L'accord aura donc consacré une occupation prolongée. Du Rwanda. Du Rwanda. Deuxième risque, c'est que, étant donné que l'accord a été signé devant un témoin majeur, le garant de l'accord, c'est Trump et toute son administration. Oui, mais il y a le mécanisme qu'on appelle ECONOPS, qui devra certainement suivre. Le mécanisme conjoint. Oui. Je vais y arriver. Allez-y. Et donc, demain, les États-Unis, le Rwanda va prendre les États-Unis en témoin pour dire nous avons signé cet accord sous votre digo. Voici les obligations qui étaient assignées à la RDC. La RDC ne les a pas satisfaites. Conséquence, nous sommes en droit de rester là. Et comme l'a dit un chercheur, l'accord aura servi d'homologation de la prochaine guerre contre la RDC. Alors, j'en viens à un deuxième élément. L'accord contient des éléments, des concepts flous. Flou.
des concepts flous délibérément entretenus. Par exemple, l'accord parle de la levée des mesures défensives du Rwanda. De quoi s'agit-il? Pourquoi l'accord ne parle pas clairement de la présence des troupes rwandaises sur les sols congolais? Où est-ce que le Rwanda a placé ces mesures défensives? Parce que dans l'entretemps, sur les paragraphes qui parlent de la MONUSCO, il est dit de la MONUSCO qu'elle sera non seulement une force de maintien de la paix, mais également une force d'interposition. Et je me pose la question, cette force d'interposition va s'interposer où? Est-ce que c'est à la frontière entre le Rwanda et la RDC? Les mesures de défense du Rwanda sont placées où pour que l'on se rassure que l'interposition sera faite à ce niveau-là? Deuxième concept flou, on parle de la neutralisation des FDLR et des groupes non étatiques affiliés aux FDLR ou associés aux FDLR. Quels sont ces groupes dont on dit qu'ils sont affiliés, non étatiques? Qu'est-ce qu'on appelle groupe non étatique? Pourquoi on ne définit pas ces concepts dans l'accord? Est-ce qu'on ne risque pas de faire une confusion, une amalgame? Le groupe non étatique avec le Wazalendo et l'M23? L'M23 est mis à part. Écoute ce qui est dit. Afin de promouvoir, parce que la population voudrait savoir qu'est-ce que l'accord dit du M23. Voilà. Est-ce que l'M23 reste ou l'M23 se retire? L'accord dit ce qui suit. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Donc l'M23? Non. Pour l'M23, l'M23 est mis à part. Mis à part. L'M23 n'est pas concerné. N'est pas concerné. On parle que d'FDLR. Les deux partis... Qui n'existent presque plus en République démocratique du Congo. C'est ce que je voulais dire. Les deux partis conviennent de soutenir les négociations entre la RDC et l'AFC M23 à Doha. En fait, il y a un renversement de la situation. À Nairobi, en avril 2022, Kinshasa a rejeté la présence du M23 à la table des négociations de Nairobi au profit des autres groupes armés, les Mai Mai, les groupes de l'Ituri et Koso. Maintenant, à Doha, tous les autres groupes sont exclus, sont à neutraliser, à désarmer. Seul l'M23 est admis. Et c'est le deuxième mi-temps du processus de négociation. Premier mi-temps, c'est Washington. Dans l'accord de Washington, on dit que le Rwanda pourra se retirer une fois les FDLR neutralisés. Dans l'accord de Washington, on ne demande pas au M23 de se retirer immédiatement comme le veut la résolution 2773. On renvoie plutôt la question au deuxième mi-temps à Doha. Et ça pose problème. Je disais donc, il y a un flou. On ne fait pas, on ne définit pas qu'est-ce qu'on appelle groupes armés non étatiques affiliés, assimilés aux FDLR. Et l'accord instaure une discrimination de traitement entre les groupes armés. Voici par exemple ce qui est dit. Fait du soutien étatique aux groupes armés. Les partis, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques. Sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Il y a une exception. À l'endroit de tous les autres groupes, on dit les États doivent cesser immédiatement et sans condition tout soutien aux groupes armés non étatiques. Mais on établit une exception. Parce que pour l'M23, ce sont les négociations de Doha et les États doivent continuer à soutenir. Et l'accord ne définit pas la nature du soutien que les États, c'est-à-dire le Rwanda, va continuer à apporter au M23 alors que l'accord dit le soutien aux groupes armés doit cesser immédiatement. Alors,
Autre préoccupation majeure dans cet accord. Où se trouvent les M23? Les M23 sont censés se retrouver dans les FDLR. Je reviens à la question des FDLR. Parce qu'en fait, l'accord est focalisé sur la question FDLR. Moi j'aurais d'ailleurs souhaité qu'on appelle ça accord de paix pour le Rwanda. Accord de paix pour le Rwanda. Ce n'est pas accord de paix pour le RDC. Parce qu'en fait, l'accord a pour principal objet FDLR. La neutralisation des FDLR. Donc l'objectif, il fallait neutraliser les M23. Il fallait neutraliser les M23. Non seulement on ne parle pas de la neutralisation des M23, pour les M23, il faut dialoguer, négocier à Doha, mais également il y a un déséquilibre dans les obligations. Pour la RDC doit négocier avec M23, doit neutraliser les FDLR. Mais on n'oblige pas le Rwanda à négocier avec les FDLR, on n'oblige pas le Rwanda à neutraliser les M23. Rien du tout. Au contraire, qu'est-ce qui est dit dans cet accord, disais-je? Il est dit, par exemple, je disais que l'accord porte sur la question FDLR principalement. L'accord a 2 annexes. Toutes les 2 annexes ne portent que sur la neutralisation des FDLR. L'annexe que j'estime de base, le premier, c'est le plan harmonisé de neutralisation des FDLR adopté entre les partis le 31 octobre 2024. Deuxième annexe, c'est le mécanisme conjoint de coordination de sécurité qui est l'outil de mise en œuvre du premier document. Ce sont les 2 annexes. Ces annexes ne portent que sur les FDLR et non sur les M23. Mais on se pose la question, comment a-t-on accepté de se laisser dribbler à Washington comme on l'a été à nouveau à Luanda le 6 juillet 2022? Tu sais, Jean-David, après la prise de contrôle de Bunagana par le Rwanda, il y a eu des pourparlers de Luanda où on a signé la première feuille de route. Et le premier point de cette feuille de route de Luanda, du 6 juillet 2022, dit que les 2 pays reconnaissent que la principale cause des conflits entre la RDC et le Rwanda, c'est la menace des FDLR. Ce qu'il faut, pour preuve, le 31 octobre 2024, les concepts, le plan de neutralisation des FDLR étaient déjà acceptés par la RDC et par le Rwanda. Mais le Rwanda a refusé de signer l'accord du 15 décembre 2024, alors que le plan de neutralisation était déjà accepté de tous. Pour quel motif? Le Rwanda exigeait qu'on insère dans le projet d'accord de Luanda, a signé le 12 de l'année passée, le 15 décembre, le Rwanda exigeait qu'on y insère le paragraphe par lequel le gouvernement de la RDC accepte des négociations directes avec les M23. Qu'est-ce que cela veut dire? Et parce que le gouvernement a refusé, Kigali a saboté ce rendez-vous de Luanda, Kigali a décidé de faire la guerre au Congo, les carnages de Goma, de Bukavu, aller jusqu'à Walikale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est que le Rwanda compte gagner derrière les négociations avec l'M23 prime en réalité sur la question des FDLR. Et curieusement, à Washington, on accepte à nouveau de tomber dans les pièges de Paul Kagame pour que les négociations soient centrées là-dessus. Donc la RDC a été dribblée. Dribblée parce que, et bien plus. Alors qu'il y a eu des experts qui étaient là. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a justifié? Alors c'est que quelqu'un a appelé la diplomatie de l'arme. La diplomatie de l'arme ne peut pas nous donner la victoire. Tant que nous n'aurons pas conquis à nouveau notre capacité militaire, eh bien, nous n'allons que nos yeux pour pleurer. Parce que ce qui est étonnant encore davantage, on aura beaucoup plus de temps dans l'avenir. Oui. Lorsque vous lisez l'annexe 1, mécanisme de coordination conjointe de la lutte pour la sécurité, vous vous rendez compte que même la menace FDLR reste encore à définir.
Voici ce qui est dit. Les parties conviennent de ceci. Le mécanisme conduit stabilité. J'ai lu rapidement le point 3 et le point 4. Allez-y pour terminer. Identifier et définir les statuts et la composition des FDLR et des groupes affiliés. Donc, le statut et la composition des FDLR restent encore à définir. On ne sait pas, jusque-là, on ne sait pas qui est FDLR, qui ne l'est pas. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont localisés, parce que le point 5 dit établir et surveiller les emplacements des FDLR et des groupes affiliés. Comment pour une menace qui doit encore être identifiée, qui doit encore être localisée, on a accepté que le procédure de Washington soit focalisé là-dessus. Bref, cet accord tape à côté, encore que, comme je le disais, étant donné cette position dans laquelle la RDC négocie, rien ne nous garantit que Doha sera meilleur que Washington. Merci beaucoup. Comment nous en sortir? Nous devons nous mobiliser pour obtenir un dialogue national inclusif. Ce qui nous a permis de tirer profit de la petite opportunité de signature de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka, bien que mauvais, c'est que l'accord a accepté la tenue du dialogue intercongolais. Contrairement à l'accord de Washington, qui consacre un dialogue exclusif, le dialogue de Doha. Et si les conclusions de Doha ne sont pas acceptées par la population va contester, l'opinion va se mobiliser. Si par exemple, parce que l'M23 est en train de renforcer ses déploiements contre Ouvira, contre Lubero et Butembo, contre Walikale, ils veulent que, apprenant le contrôle d'une ville, ils obtiennent de Doha l'intégration sans condition. Et si demain, le gouvernement signe pareille résolution, l'opinion publique, nous n'allons pas accepter ça. Et parce que nous avons un leadership des populistes, ils vont revenir rejoindre les mécontentements de l'opinion, ils vont jeter les pierres et contre l'accord de Washington et contre l'accord qu'ils auront signé à Doha, et la situation va s'aliser. Raison pour laquelle il faut qu'il y ait un consensus autour de toutes les mesures prises, et à Washington et à Doha, et ce consensus ne peut être obtenu qu'à travers le pacte social proposé par les évêques SCC Senko. Merci beaucoup Jean-Baptiste Kassekwa pour des belles analyses, des analyses pertinentes telles que reconnues par un téléspectateur qui nous suit à partir de Goma Bukavu, à partir de Kinshasa, Kabunda Walesa. Et notre invité, c'est tout de suite. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h/24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. Audio Jungle.